Ma belle-mère a jeté ma valise ouverte sur le trottoir et changé les serrures pendant que j'étais encore au travail. J'ai toujours été l'épouse discrète, la technicienne en bâtiment qui passait ses journées sur les chantiers, pour construire un avenir que Julien, mon mari, n'a jamais défendu. Pendant près de 3 ans, j'ai ravalé ma fierté et accepté le contrôle de Madame René dans cette maison impeccable, au volet blanc de Clermont-Ferrand. Je comprends les structures et les fondations solides, mais j'avais ignoré que la base de ma propre vie était faite de sable mouvant et de mépris. Le déclic est venu ce soir doux sec, sous un soleil orangé qui semblait brûler ma dignité. J'ai vu mes manuels de calcul et mes vêtements éparpillés sur le béton chaud, comme des ordures. Madame René me surveillait depuis la fenêtre du haut, un regard de triomphe glacial sur le visage, après avoir fouillé mon téléphone et lu mes confidences. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais le verrou n'a pas tourné. Elle avait mis la chaîne de l'intérieur. À cet instant, le poids du désespoir a disparu et a laissé place à une clarté clinique et effrayante. Je n'étais pas aimée dans cette famille. J'étais une locataire indésirable qu'on expulsait. Je me suis assise sur ma valise et j'ai respiré l'air sec. Mon cerveau d'ingénieur a pris le commandement. J'allais démolir cette arrogance brique par brique. Je vivais dans cette maison, mais je me sentais une employée sans salaire. Madame René pointait une infiltration au plafond et je montais sur l'échelle. J'étais la technicienne qui réglait les problèmes structurels gratuitement. Julien rentrait du travail et allait directement sur le canapé regarder le foot. Je retirais mes bottes pleines de boue et j'allais au fourneau. Ma belle-mère surveillait si j'utilisais trop de liquide vaisselle. Elle disait que la facture d'électricité était élevée pour une personne logée à titre gracieux. Je notais chaque centime qui sortait de mon compte pour les courses. Je payais la taxe foncière en retard de la maison avec ma prime d'entreprise. Il souriait et disait que nous étions une famille soudée et prospère. Je voyais l'éclat moqueur dans ses yeux au petit déjeuner. Chaque réparation que je faisais était une brique de ma prison. J'étais la fondation qui portait leur toit, pendant qu'ils piétinèrent dessus. Je gardais mon carnet de notes caché sous la doublure de ma valise. J'y enregistrais ce que l'amour ne me laissait pas voir. Le dimanche ensoleillé à Clermont-Ferrand apportait le même scénario prévisible. Madame René a servi le poulet et s'est essuyé la bouche avec élégance. Elle a regardé Julien, puis a fixé les yeux sur moi. Elle a dit que le studio de jardin avait besoin d'une rénovation pour devenir un bureau. Julien a hoché la tête sans détacher les yeux de son assiette. Ma belle-mère a suggéré que j'utilise l'argent de mes économies, cette somme que je mettais de côté pour payer mon inscription en école d'ingénieur. Elle a parlé de la valeur du sacrifice et de l'union familiale. Julien a dit que ma carrière pouvait attendre un semestre pour le bien de tous. J'ai senti le sang bouillir, mais j'ai gardé le visage neutre comme du béton. Je payais les mensualités de sa voiture et leur abonnement Internet. À cet instant, j'ai compris que j'étais simplement un distributeur automatique ambulant. Il ne voulait pas de ma réussite, il voulait de mon financement éternel. Je me suis levée de table en silence et je suis allée dans ma chambre. Je me suis retrouvée seule dans cette maison silencieuse qui sentait le polish de meubles et le dédain. Julien et René étaient repartis faire les boutiques. Ils voulaient me donner de l'espace pour réfléchir. De l'espace pour accepter que mon rêve de devenir ingénieur valait moins que leur studio. Le contrat était posé sur la table en chaîne. Une feuille de papier qui disait que je renonçais à mes économies. Ils voulaient payer ma sueur pour valoriser leur patrimoine. Le stylo bleu était posé exactement à côté de la ligne de signature. Julien l'avait placé là avec une petite tape sur mon épaule. Il croyait que j'étais une structure sur le point de s'effondrer. Il croyait que mon silence était de la fatigue. Il ne savait pas que le béton était simplement en train de prendre. J'ai regardé ce salon impeccable et j'ai revu chaque rénovation que j'avais faite moi-même. J'ai revu le joint que j'avais refait, l'infiltration que j'avais traitée avec mes connaissances techniques. Être trop bonne avait été mon erreur. J'avais compris que ma bonté était le tapis rouge sur lequel il marchait. Je me suis souvenu du Noël dernier quand René m'avait offert un tablier usagé. Elle avait dit que c'était pour que je me sente plus chez moi dans la cuisine. Julien avait ri et dit que ça m'allait bien. À cet instant, mon cœur avait cessé de battre pour eux. J'étais la fondation qui portait leur toit. Et ils me traitaient comme une locataire provisoire. Le stylo pesait dans ma main comme une poutre de fer. Je n'allais pas signer cet abus. J'ai pris mon téléphone et le numéro de Maître Bernard brillait sur l'écran. J'avais tout planifié dans mon carnet caché.
J'ai commencé à photographier les factures d'électricité à mon nom. J'ai enregistré les justificatifs de chaque centime que j'avais investi dans cette maison. Chaque taxe foncière que j'avais payée était documentée dans mon cloud. Je n'allais pas être expulsée comme un vieux meuble. J'allais partir comme la propriétaire de fait que j'étais. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai transféré mon solde vers un nouveau compte, un compte auquel Julien n'avait pas accès. Le silence de la maison était absolu et tranchant. Chaque clic sur le téléphone était une brique que je retirais de leur fondation. J'ai envoyé les preuves à Maître Bernard avec un message sec. Il a répondu en quelques secondes avec un pouce levé. J'ai signé numériquement la mise en demeure qui allait changer la vie de René. Ce n'était pas le contrat qu'ils voulaient. C'était le piège qu'ils avaient eux-mêmes monté. J'ai entendu le bruit de la voiture de Julien qui entrait dans le garage. Mon cœur n'a pas accéléré de peur. Il a accéléré d'anticipation. J'ai rangé le téléphone dans la poche de mon pantalon de travail. J'ai laissé leur papier exactement là où il était, intact et sans valeur. Je n'étais plus l'épouse soumise. J'étais la technicienne en bâtiment qui connaissait les points faibles de cette structure. Ils sont entrés en souriant et ont demandé si j'avais pris ma décision. J'ai regardé René et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai senti seulement la froideur de quelqu'un qui sait que c'est elle qui allait être expulsée. Le point de non-retour avait été franchi. Le chaos commençait à peine et j'en étais l'architecte. Je me suis réveillée le lendemain matin au son de l'arrosage automatique du jardin. Le soleil de Clermont-Ferrand découpait déjà les rideaux de la chambre. Je n'ai pas ressenti le poids habituel sur la poitrine. J'ai ressenti une légèreté qui m'a presque effrayée. J'ai regardé le plafond que j'avais peint moi-même. Cette chambre n'était plus mon refuge. C'était simplement une cellule dont les jours étaient comptés. Je me suis levée et j'ai enfilé mon uniforme de travail avec précision. Je me suis lavé le visage et j'ai vu une étrangère dans le miroir. Une femme qui calculait chaque pas comme une poutre. Je suis allée à la cuisine et l'odeur du café m'a accueillie. Renée était assise comme si elle était propriétaire du monde. Elle m'a adressé un sourire de triomphe glacial. Julien mangeait son croissant avec un air de soulagement. Il croyait que mon silence était un drapeau blanc. Il croyait que j'avais accepté de financer leur luxe. J'ai mangé en silence et accepté le café qu'elle a servi. Il était amer, mais mon esprit était en paix. Julien a parlé des matériaux pour le nouveau studio. Il listait des marques chères que je devrais acheter rapidement. J'ai simplement hoché la tête et esquissé un demi-sourire. Renée a dit que le sacrifice forge la femme sage. Elle a parlé de l'union sacrée de notre foyer. J'avais envie d'éclater de rire sur la table en chaîne. Pour elle, le sacré, c'était l'argent de ma formation. J'ai gardé les yeux baissés pour ne pas trahir mon éclat. Je n'appartenais plus à ce lieu de faux semblants. Mon âme avait déjà déménagé. Les jours suivants ont été une danse de mensonges stratégiques. J'allais sur le chantier et je rentrais en feignant une fatigue extrême. Mais dans l'obscurité de ma chambre, j'étais une experte. J'organisais chaque preuve d'investissement que j'avais fait dans cette maison. Chaque facture de matériaux était un projectile mis de côté. Maître Bernard m'envoyait des instructions concises sur le téléphone caché. La structure de mon dossier prenait forme comme du béton qui prend. J'étais le pilier central qu'ils avaient décidé d'humilier. Et j'allais partir sans laisser aucun étaiement derrière moi. Madame Renée a commencé à rêver à voix haute avec mon argent. Elle avait éparpillé des catalogues de meubles sur mesure dans tout le salon. Julien parlait d'installer une climatisation dernier cri. Il faisait que des plans avec le solde que j'avais déjà protégé. C'était pathétique d'observer leur arrogance aveugle. Ils comptaient sur mon obéissance comme si elle était éternelle. Ils ne percevaient pas que les fondations de la maison avaient déjà cédé. J'étais la seule pièce qui retenait encore l'effondrement. Au dîner du jeudi, Renée a ouvert une bouteille de Bordeaux pour fêter. Elle a levé son verre et regardé le plafond rénové. Elle a dit que nous aurions enfin la vie que nous méritions d'avoir. Julien a souri et a trinqué avec un regard de satisfaction. J'ai porté le verre à mes lèvres avec un calme absolu. Je l'ai regardé et j'ai soutenu son regard pendant 5 secondes. J'ai souri d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. Oui, Renée, chacun aura exactement ce qu'il mérite. Mon silence était le minuteur d'une démolition. Le dîner du vendredi était un théâtre d'ombre sous le ciel orangé de Clermont-Ferrand. René avait servi un risotto qui sentait la victoire anticipée et l'arrogance pure. Julien avait ouvert une bière artisanale et parlait sans arrêt du nouveau studio. Il a mentionné que son cousin, qui est avocat, passerait à la maison le lendemain.
Il voulait jeter un dernier coup d'œil au contrat du studio que je devais signer. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Maître Bernard avait déjà déposé la mise en demeure cet après-midi-là. J'ai tenu ma fourchette si fort que mes doigts ont blanchi. Si le cousin arrivait avant l'heure, ma stratégie s'effondrerait là. Renée m'a regardé fixement et a demandé pourquoi j'étais si silencieuse. Elle a dit que j'avais l'air trop pâle pour une future investisseuse. J'ai pris une gorgée d'eau froide pour contrôler le tremblement de mes mains. J'ai répondu que c'était simplement la fatigue accumulée des chantiers sous le soleil sec. Julien a ri et dit que j'aurais bientôt le confort que je méritais. Il m'a demandé de lui montrer le justificatif de mes économies sur mon téléphone. Il voulait montrer à sa mère que j'étais une femme de parole. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un marteau-piqueur en furie. Je savais que le solde de ce compte était maintenant exactement zéro. L'argent était protégé sur un compte dont il ne soupçonnait même pas l'existence. J'ai faim que la batterie du téléphone venait de mourir à cet instant précis. Je me suis levée de table avec un calme glacial que je ne me connaissais pas. La sueur froide coulait dans mon dos pendant que je montais l'escalier. Je vivais une double vie au cœur de cette maison impeccable. Chaque sourire que je rendais à René était un mensonge nécessaire. Chaque acquiescement silencieux était une brique dans le piège que je construisais. Je ressentais le poids du secret comme une poutre de béton. Mais la satisfaction de voir leur aveuglement était un carburant puissant. Ils croyaient que mon silence était une reddition définitive. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé sans bruit. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vu l'email de confirmation du maître. Tout était prêt pour le démantèlement légal de cette structure familiale. J'ai entendu des pas lourds dans le couloir et la poignée a tourné brusquement. Renée est entrée dans la chambre sans frapper, comme si elle était propriétaire de l'oxygène. Elle a vu la lueur de l'écran et a marché rapidement dans ma direction. J'ai fermé le couvercle de l'ordinateur avec un claquement sec et métallique. Elle a demandé ce que je cachais avec tant de mystère. Elle a dit que dans une famille chrétienne, il n'y a pas de secret ni de mots de passe. J'ai gardé mon visage neutre comme une cloison de béton fraîchement coulée. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit que je relisais des calculs de structure. Elle a essayé d'espionner par-dessus mon épaule avec une méfiance acide. Je sentais son parfum sucré étouffer la chambre. J'ai compris que je vivais dans un champ de mines sur le point d'exploser. L'adrénaline courait dans mes veines comme un carburant à haute octane. La peur d'être découverte était réelle et tranchante comme du verre. Mais le plaisir de voir sa suffisance était bien plus grand. Je voyais son arrogance et j'imaginais la chute qui viendrait. Elle croyait que j'étais une proie acculée sans issue. Elle ne savait pas que j'avais déjà démoli tous les piliers. Je suis sortie de la chambre en la laissant seule avec sa propre ombre suspecte. Le silence avant la démolition était ma symphonie particulière désormais. Je retournais dans le salon en sentant le poids de ce masque professionnel. Chaque pas sur le carrelage résonnait comme un compte à rebours. Je n'étais plus la belle fille soumise qui traitait les infiltrations. J'étais l'experte qui connaissait chaque fissure de cette famille. Ils continuaient à trinquer à mon argent et à ma sueur. Moi, je trinquais mentalement à la liberté, qui avait déjà une date. Le samedi s'est levé avec une chaleur étouffante qui semblait peser sur les meubles en chêne du salon. J'étais à la cuisine en train de terminer le café quand j'ai entendu le cri de René venant du bureau. C'était un son aigu et sec qui a fait bondir mon cœur contre mes côtes. Elle a descendu les escaliers en tenant la tablette à deux mains tremblantes, le visage blême. Elle m'a demandé pourquoi son accès à l'application bancaire était bloqué pour suspicion de fraude. Son regard était un mélange de confusion et d'une étincelle de malice qui commençait à s'enflammer. J'ai senti une sueur froide couler sur ma nuque, mais j'ai gardé la voix ferme comme une poutre de soutien. J'ai dit que le système bancaire a l'habitude de se bloquer les week-ends pour une maintenance de routine. Elle n'a pas détourné les yeux de moi une seule seconde pendant qu'elle essayait d'appeler le conseiller. Julien est entré dans le salon, le visage froissé de sommeil, et a demandé ce qui se passait. Renée a pointé le doigt vers moi et a dit qu'elle sentait une odeur de trahison dans l'air. J'ai simplement pris une gorgée de café et j'ai senti le liquide brûler ma gorge sèche. Le mensonge a flotté dans l'air quelques secondes avant d'être écrasé par sa méfiance. Renée a essayé d'accéder à la messagerie de Julien et a réalisé que le mot de passe avait été modifié récemment. Elle a jeté la tablette sur le canapé et s'est avancée vers moi les poings serrés. Elle a demandé si je croyais qu'elle était assez idiote pour ne pas voir que l'argent du studio avait disparu. Julien a écarquillé les yeux et s'est mis à chercher frénétiquement son téléphone que j'avais caché.
L'air dans le salon est devenu rare, et le silence qui a suivi a été le prélude d'un effondrement. L'ambiance de guerre s'est installée avant même midi sous le soleil brûlant de Clermont-Ferrand. René a commencé à fouiller les tiroirs du buffet du salon, à la recherche de n'importe quel papier ou trace. Elle criait que j'étais un serpent, qu'ils avaient nourri avec leur propre sueur. Julien m'a saisi par le bras et a exigé que je lui donne le nouveau mot de passe du compte immédiatement. Je me suis dégagée d'un mouvement brusque et j'ai senti une force que je ne savais pas avoir. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit que l'argent ne leur avait jamais vraiment appartenu. Les accusations volèrent dans le salon comme des éclats de verre atteignant chaque coin de cette maison impeccable. René m'a traité d'arnaqueur et a dit que je sortirais de là menottée et sans rien. Julien essayait de calmer sa mère tout en donnant des coups de pied dans les meubles, dans un accès de fureur infantile. Ils n'avaient pas encore de preuves concrètes, mais leur instinct de prédateur s'était réveillé. Je me suis adossée au mur et j'ai commencé à compter les secondes mentalement comme convenu avec Maître Bernard. Chaque insulte que j'entendais était simplement une raison de plus de ne ressentir aucun remords. La confrontation a atteint son apogée quand René a saisi le téléphone fixe pour appeler le cousin avocat. Elle voulait qu'il vienne immédiatement pour m'expulser de force de cette maison. J'ai souri d'une façon qui a fait raidir son corps de pure terreur soudaine. J'ai dit qu'elle n'avait pas besoin de se donner cette peine. Avant qu'elle puisse réagir, la sonnette a retenti avec une insistance métallique et autoritaire. Le son a résonné dans le couloir vide comme le glas d'une sentence définitive et inévitable. À travers la vitre de la porte, j'ai vu la silhouette de deux hommes en uniforme et d'un huissier de justice. René a couru ouvrir la porte en croyant que son secours était arrivé par miracle. L'huissier n'a pas demandé la permission et est entré dans le salon en tenant une serviette en cuir noir. Il a demandé qui était Madame René et lui a remis une enveloppe Kraft avec le sceau du tribunal. J'ai vu le moment exact où ses jambes ont faibli et où elle a dû s'appuyer sur la table. Le jeu des apparences était terminé et le chaos que j'avais planifié avait enfin pris les commandes. Je suis là maintenant, assise sur le siège conducteur de ma voiture, garée à 2 rues de cette maison qui a failli m'enterrer vivante. Dans le rétroviseur, je vois le reflet bleu et rouge des gyrophares de la police. Mes mains tremblent sur le volant, mais ce n'est pas de peur. C'est l'adrénaline de quelqu'un qui vient de faire exploser sa propre vie. L'huissier est encore là-dedans avec eux. Il explique à René que le monde a des lois sévères. J'entends l'écho étouffé de ses cris depuis ici. Julien n'arrête pas de m'appeler et le téléphone vibre sans cesse. Il m'a envoyé un message disant que sa mère ne va pas bien. Il dit que je suis allée trop loin. Je regarde mon carnet de notes sur le siège passager. Je vois chaque facture payée et chaque humiliation consignée en silence. Je ressens un froid dans l'estomac qui ressemble à du béton glacé maintenant. Ai-je été trop cruelle pour avoir refusé d'être utilisée? La famille est sacrée. Mais qui pardonne le vol de mon avenir? Maintenant, j'ai besoin que vous me disiez la vérité absolue. Est-ce que vous me jugez pour avoir planifié chaque étape de cette démolition nécessaire? Auriez-vous eu le courage d'appeler la police contre votre propre belle-mère? Je suis seule dans cette rue sombre et le silence est assourdissant. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez assise sur ce siège maintenant? Écrivez-le ici en bas parce que je sens que je perds pied. La maison s'est effondrée pour eux, mais moi, je n'ai pas de destination. Le téléphone a vibré avec un appel du cousin avocat de Julien. Si je réponds maintenant, le chemin du retour se ferme. Est-ce que je réponds et j'affronte le chaos ou je continue à rouler? Qu'est-ce que vous feriez si le téléphone n'arrêtait pas de sonner maintenant?